throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 84e épisode du podcast. Thomas au micro et ce soir, comme d'habitude, je suis en compagnie de Guillaume et de Franz. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Thomas, bonsoir Franz, ça va plutôt bien ma foi. Salut Thomas, salut Guillaume, ça va très bien, je te remercie. Ouais, effectivement, on pense que ça peut quand même aller relativement bien. On débriefe une fois de plus une victoire, c'est un peu chose inhabituelle sur les dernières saisons. On est heureux, tous les voyants ne sont pourtant pas au vert. On a eu un match qui a été quand même assez difficile quand même. Le score en fait ne reflète pas exactement les attendus qu'on pouvait avoir en préparant le match la semaine dernière. Donc voilà, une victoire sur les Jets sur le score de 13-6, pardon. Alors globalement un match qui s'est déroulé. Il y a eu de l'action, mais pas beaucoup de points, très haché. Ouais. On marque un field goal, les Jets nous répondent. On a eu quelques joueurs qui sont sortis un peu du lot, avec notamment un nouveau touchdown de Xavier Legette. On aura l'occasion de revenir sur lui dans quelques instants. Il reste 10 minutes 40 à jouer dans le troisième quart-temps et on marque un nouveau field goal. Ensuite, blessure de Bryce Young qui se blesse à la cheville. Les Jets avancent, mais on a J.C. Horn qui est là, super J.C. Horn, qui va nous chercher une interception absolument magnifique. Et ça se termine après avec un field goal des Jets. On fait couler l'horloge, mais voilà, aujourd'hui on ressort avec un bilan positif au bout de 7 matchs, 4 victoires, 3 défaites. La question que j'ai envie de vous poser, et c'est une question qu'un de nos auditeurs a envie de vous poser, c'est Baron Bourse qui nous pose la question: est-ce que la victoire contre les Jets est décevante ? Alors je pense, moi personnellement, dans l'état où est la franchise depuis 8 ans, je considérerais aucune victoire comme décevante, parce qu'on les prend toutes, celles qu'on peut avoir. Après, c'est sûr que quand on reprend la preview qu'on avait faite la semaine dernière, on avait 3 choses qu'on espérait voir. 1, une victoire, c'est bon. 2, avec la manière, comme tu l'as expliqué, on repassera. Et 3, sans se faire peur. Mitigé. On n'a pas transpiré à grosses gouttes, mais c'était pas non plus la sérénité absolue, quoi. Donc, on va dire, on a pris l'élément le plus important qu'on espérait, à savoir la victoire. C'est vrai que le reste peut laisser un peu sur sa faim face à une équipe des Jets qui, quand même, on va dire que quand on la regardait jouer, on comprenait qu'elle n'avait pas encore gagné de match cette saison. Ouais, je rejoins Guillaume, décevante, c'est un mot que j'ai pas envie d'utiliser, mais c'est vrai qu'on espérait mieux. On voulait la manière, comme Guillaume l'a dit, mais surtout avec quelques certitudes. Je pense qu'on en a eu que d'un côté du ballon, des certitudes, on en reparlera. Après, je voudrais quand même mettre l'accent sur la performance des Jets, qui défensivement a loin d'avoir été ridicule. Il faut savoir qu'avant ce match-là, les Jets, c'est quand même une top 12 défense en NFL, c'est pas rien, et notamment très fort contre la course, et on a vu une défense qui était vraiment bien présente et qui a mis à mal notre ligne offensive. Aussi, je voudrais déjà commencer à le dire, c'était la 6e formation de ligne offensive différente depuis le début de la saison chez nous. Donc bon, des choses peuvent s'expliquer. Mais en tout cas, les Jets sont vraiment venus avec une forte agressivité. Et voilà, donc on réussit à gagner, mais offensivement, ça a été moins bon aussi parce que les Jets ont été bons défensivement, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Les Jets sont quand même venus pour jouer et il faut le saluer à domicile quand même. Ouais, exactement. Comme tu lances très bien un sujet pour l'attaque, mais face à nous, il y avait quand même une défense qui a quand même été assez bonne et assez réactive de leur part. On va revenir notamment un peu à tous les niveaux. Tu parlais de la défense contre la course, mais on a aussi un Sauce Gardner qui a été très présent sur T-Mac.
Donc du coup, bah voilà, on peut attaquer bien sûr avec notre Bryce Young national. Donc 15 sur 25, 138 yards, un touchdown. Bien sûr, le pépin, bah, c'est la blessure également à la cheville en fin de match. Voilà, remplacé ensuite par Andy Dalton avec 4 sur 7 passes complétées et 60 yards. Messieurs, peut-être un peu d'inquiétude pour les prochains matchs, notamment contre les Bills. Ouais, bah alors les Bills, c'est quasiment certain. Je crois pas que Canales l'ait encore officiellement officialisé, on va dire. Mais oui, ce sera Dalton. Je pense qu'on reviendra là-dessus plus quand on fera la preview du match en fin d'émission. Mais a priori, moi, de ce que j'ai pu lire et entendre, on partirait sur 2, voire 3 semaines d'absence. Hein. Si c'est une high ankle sprain, comme ils disent, c'est la même blessure que JT Sanders. Alors évidemment, chaque joueur est différent, mais JT Sanders, ça avait été 3 semaines. Donc on peut imaginer qu'il sera absent face aux Packers, voire peut-être après. Après, sur ce match-là, avant sa blessure, moi je l'ai trouvé correct. La ligne de stats est pas folle, mais en tout cas, moi sur le ressenti que j'ai eu, j'ai pas vu un Bryce Young vraiment en panique, entre guillemets, malgré la bonne défense des Jets, notamment au niveau de la ligne défensive, qui, comme le rappelait Franz, était quand même assez présente. Donc non, pas de grosse inquiétude sur le long terme. Hein. A priori, je crois que il n'est pas question de le mettre sur la liste des blessés, mais de le voir manquer 1 à 2 matchs, oui, c'est fort possible. Il n'a pas paniqué, ça c'est vrai. T'as raison, faut le souligner. Ouais, 11 sur 20, ce qui est bien, mais pas top, comme on dirait dans un célèbre film français. Mais moi, il y a des trucs que j'ai revus qui m'ont pas plu. Mais bon, Bryce a fait du Bryce, c'est-à-dire qu'il était capable de... Pardonnez-moi, de choses très bonnes et des choses beaucoup moins. Il avait des joueurs ouverts. Malheureusement, dans plusieurs situations, il avait des joueurs ouverts qu'il n'a pas vus. Et souvent, quand en fait la poche était devenue un roseau, donc tenait mais ne rompait pas. Et quand elle se collapse un petit peu, mais sans vraiment se tomber, et on voyait qu'il était en train de chercher, mais jamais au bon endroit au bon moment. Et soit il a balancé le ballon quand il fallait pas le balancer, soit alors il l'a donné à une personne un peu plus safe, alors qu'il y avait des joueurs clairement ouverts. Donc il y a des erreurs de timing aussi qu'on a pu voir. Et puis il y a Jalen Coker dans le premier drive. C'est lui qu'il faut viser dans la end zone et il vise Liggett. Coker est juste à côté et est complètement disponible. Ensuite, début de deuxième mi-temps, il loupe JT Sanders dans la end zone. Il la lance pas bien, il la lance derrière JT Sanders et au final, ça va faire un touchdown parce que JT Sanders il s'est complètement libéré du marquage. Donc il y a ces trucs très mauvais et par contre, sur le touchdown de Liggett, bah là c'est lui qui va le créer complètement parce qu'en fait le play, c'est Chuba qui court dans le flat et c'est pour lui en théorie. Et la défense a très bien lu le coup, a mis 3 joueurs du côté de Chuba, donc du coup il revient sur son côté gauche, il cherche. T-Mac est bien pris par Sauce Garner, Liggett roule sur son côté gauche, et tout d'un coup ce stop revient vers le centre, et c'est là qu'il envoie. Et ça, c'est parce que, bon, la ligne a plutôt bien fait son taf, mais c'est aussi parce que Bryce a su avoir cette mobilité pour gagner du temps et rechercher. Donc voilà. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit ça 35 fois depuis qu'on fait le podcast en parlant de Bryce Young? Oui. Donc c'était moyen avec de bonnes choses comme des choses beaucoup moins bonnes et c'est Bryce Young quoi. Au niveau du running game, on a eu le retour de notre tandem qu'on avait pu voir que sur les 2 premiers matchs de saison. Donc voilà, avec un Rico Dowdle qui tourne à 17 courses pour 79 yards et un Chuba Hubbard qui est de retour de blessure avec 14 courses, 31 yards. Ça peut paraître décevant, mais d'un autre côté, voilà, retour de blessure.
qui tend du coup à minimiser son impact sur ce match-là. Messieurs, un petit avis sur la performance du running game au global? Ouais, bah, c'était attendu et annoncé par Dave Canales que le running game allait être partagé entre Dowdle et Chuba Bard. Effectivement, les stats de Bard sont un peu en deçà de ce qu'il avait montré avant sa blessure. Bon, voilà, comme tu le dis, je pense qu'il y a la reprise, peut-être temps de remettre un petit peu d'huile dans les rouages et tout pour remettre tout ça d'équerre. À l'inverse, c'est vrai que Dowdle, lui, il est pleine bourre depuis 3 semaines. Et là, c'était encore le cas, hein, au-delà des chiffres qui sont plus parlants. Moi, c'est surtout dans l'impact visuel, hein, où on voyait quand même beaucoup plus de pénétration, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de... Il était plus tranchant dans ses courses que Bard, et ça même dès son premier porté. Hein. Je crois que quand il rentre sur la deuxième série, si je dis pas de bêtises, on est quasiment dos à notre end zone, et premier porté, et il fait 12 ou 13 yards, il chope un first down, et tout de suite on a dit ok, Dowdle il est au niveau des 2 derniers matchs. Et c'est un petit reproche que je pourrais peut-être moi avoir au niveau du coaching staff, enfin en tout cas un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, notamment en fin de match quand on a besoin de tuer justement l'horloge et d'avancer, d'obtenir des first downs. J'ai pas trop compris pourquoi il a refait appel à Hubbard, alors que clairement depuis le début du match c'était Dowdle qui était le plus impactant. Mais après voilà, je pense qu'on aura encore un partage des portées sur les prochaines semaines. Je serais pas étonné par contre que on mette Dowdle en 1 et Hubbard en support pour éviter que Dowdle ne crampe en fin de match si on lui donne trop le ballon, quoi. Ouais, je suis pas contre le partage du tout. On a couru 36 fois, donc clairement un running back seul 36 fois, c'est pas une bonne idée. Je suis pas contre le côté managérial de permettre à Hubbard de revenir, de lui montrer de la confiance, de lui donner le moyen aussi de pouvoir se remettre en forme, hein, parce que n'ayant pas joué depuis un petit moment, c'est normal qu'il ait besoin de temps. Je suis d'accord avec toi, Guillaume, clairement, il y avait visuellement une vraie différence entre les deux. On avait l'impression que Chuba Hubbard traînait un petit peu la charrette à certains moments. Le côté gauche de notre ligne a souffert. On voyait l'absence de Damien Lewis là tout d'un coup se faire ressentir véritablement. Mais dans la réalité, il y a le style de course inside qui a plutôt bien marché la semaine dernière, n'a pas trop marché là. Ce qui a vraiment marché, c'est plutôt quand on allait vers les extérieurs de la ligne. Et quel que soit le joueur d'ailleurs. Et là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est le premier et le dernier drive. Je comprends pas que premier et dernier drive, tu mettes Chuba. C'est que tu mettes un partage. Je le comprends et je trouve ça très bien. Que tu dises que tu veuilles faire jouer les deux un petit peu à la Lions. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Ça me va très bien. Mais dans le scénario du match, de pas mettre ton joueur en pleine bourre pour tout de suite enfoncer un peu les Jets dès le premier drive et surtout te permettre de conserver le ballon dans le dernier, ça j'ai un petit peu du mal à le comprendre. Et puis inspire-toi, tu vois la screen sur le touchdown, donc le drive sur le touchdown est vraiment pas mal. C'est typiquement du Chuba Hubbard dans le texte. Et ben voilà, donc tu sais quoi faire de différent avec chacun de tes running backs. Donc tu peux t'amuser avec ça. J'ai pas assez vu non plus de dual set avec les deux RB. On a vu du Rico avec Jimmy Horn, mais on a très peu vu du Rico et du Chuba Hubbard en même temps. Tout ça aussi pour essayer de déstabiliser le coordinateur défensif adverse. Donc, qu'on connaissait bien en plus. Qu'on connaissait bien et qui a fait un très 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 bon travail. Donc la ligne, donc voilà, quand tu vois aussi que ça a du mal à passer à l'intérieur, essaie de trouver des choses un peu différentes. Néanmoins, la philosophie du processus de faire jouer les deux ne me dérange pas à long terme. C'est juste le scénario du match
qui me dérange. Ouais, exactement. Surtout dans la mesure où voilà, on sait qu'on a quand même deux joueurs qui sont capables d'empiler des saisons à plus de milliards. Clairement, on peut être sur un très bon dual threat et du coup, ce serait bête en fait. On aurait tort de s'en priver. Exactement, ce serait bête de s'en priver. Si on passe maintenant un peu plus sur les receveurs, bon là j'ai envie quand même de faire un bon petit big up là quand même pour Xavier Legette qui nous sort un autre bon match à 9 réceptions, 92 yards et un touchdown. Clairement ça a été la cible de ce match là. Il a été en confiance globalement et il a pu en fait compenser notamment un peu la mise en retrait un peu forcé par Sauce Gardner de T-Mac. Voilà, 3 réceptions, 33 yards. Franz, un petit avis notamment sur la couverture qu'a pu recevoir T-Mac? Ouais, j'ai un avis très tranché sur T-Mac. Je trouve qu'on l'utilise pas assez bien sur ce match. Donc oui, il est couvert par Sauce Gardner et Sauce Gardner a plutôt très bien joué. Mais quand tu regardes le touchdown que l'on met, quand tu prends le drive, donc on a parlé de la screen de Chuba, mais avant il y a 3 ballons sur T-Mac. Hein. Quand il y a besoin, on l'a envoyé sur T-Mac. Donc c'est très bien. Mais donc après, quand Sauce Gardner sort sur blessure, pourquoi tu ne touches plus T-Mac? Pourquoi tu ne regardes plus T-Mac? Moi, si j'avais vu Jesse Horn, j'allais dire, si j'avais vu Sauce Gardner sortir, j'allais prendre dans mon playbook tous les plays possibles qui pouvaient faire des mismatchs avec T-Mac. Et après, de toute façon, après le touchdown, on n'a quasiment plus rien fait. Donc, je suis très surpris. Alors, il y a un peu de Canales là-dedans. Est-ce que c'est T-Mac qui a pas forcément mis 100% dans l'effort? Je suis pas sûr. J'avais l'impression de le voir quand même plutôt intéressant. Mais je pense qu'il y a eu un problème de créativité là et surtout d'adaptabilité de notre play calling face à ça. Sinon, T-Mac, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Il n'a pas raté grand-chose. Il a raté un gros duel à la réception. Il a essayé de se sortir comme il pouvait. Mais au vu de... je ne suis pas certain qu'il était l'option numéro 1 dans beaucoup de plays. J'ai l'impression qu'on s'est dit, il y a Sauce Gardner, on va aller regarder ailleurs un peu. Ouais, ça m'a rappelé un peu, par moment je me faisais un parallèle avec le match contre les Patriots où il était bien couvert par Gonzalez, dont j'ai oublié le prénom. Christian Gonzalez. Et où du coup, on avait tendance à se tourner vers les seconds couteaux, j'ai envie de dire. Bon, là, le second couteau, il s'appelait Xavier Legette sur ce match-là. Il en a bien profité, effectivement, puisque c'est lui qui met le touchdown et c'est lui qui fait la réception en fin de match pour tuer le match, quoi. Et donc oui, mais c'est vrai que je te rejoins, moi, quand j'ai vu que Sauce Gardner sortait sur blessure, je me suis dit, là, ça y est, c'est le moment de bombarder sur T-Mac, parce qu'il va vraiment avoir l'avantage face à son défenseur, et on l'a pas fait. Donc, je n'ai pas trop d'explications sur ça, mais voilà, il faudra voir sur la suite. Après, comme tu le dis, moi j'ai noté aussi que quand on a besoin d'une conversion, on n'hésite pas à se tourner vers lui. Tu vois, l'année dernière, on avait Adam Thielen qui était toujours présent sur les 3e, 4e, et quand on a fait le trade en début de saison, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Renfro qui arrive, alors peut-être il va prendre la place et tout. Finalement, c'est Macmillan qui prend la place de go-to-guy dans les situations où on a vraiment besoin d'un first down et d'un big play, quoi. Également, pour rebondir aussi encore un peu sur les receveurs et les blessures, on avait également 2 retours de blessures cette semaine avec JT Sanders et Jalen Coker. Ils finissent le match entre guillemets avec une feuille vierge, mais d'un autre côté, comme on le mentionnait, déjà première chose, retour de blessure, deuxième chose, notamment pour JT Sanders, il y a aussi des petites opportunités qui ont un peu été ratées, comme le mentionnait Franz tout à l'heure. Les deux. Pour les deux, pardon. Les deux. Ouais, Coker et Sanders. Donc voilà, il y a aussi des automatismes à reprendre. Là, ils ont été absents quand même. Coker, on l'a pas vu depuis le début de saison.
Sanders est de retour depuis cette semaine. Les choses vont se remettre aussi en ordre. Voilà. Je suis plus confiant pour les semaines à venir, mais voilà, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on bascule sur la défense, monsieur. Juste un truc, ouais, je veux pas être borné. Je veux pas être borné, mais moi je suis toujours pas convaincu de Jalen Coker dans le slot. Je suis pas convaincu parce que donc il est targeté, excusez-moi, 2 fois. Et il y en a une que j'ai en tête qui est une pure route de slot où il est là, il part tout droit, puis tac, il fait un poste pour revenir au milieu de terrain. Bryce lui met la balle dans les pieds parce qu'il peut pas lui mettre dans les mains, le défenseur est trop proche. Mais il a réussi à se séparer, mais en fait il est trop grand quoi. Il peut pas plonger, il peut pas se mettre trop bas. Et moi je trouve qu'il a pas le réflexe vraiment de slot. Non, il J'ai a pas un petit le peu il a du pas le mal. gabarit. Alors peut-être parce que c'est le retour de blessure et qu'il n'a pas encore toute sa mobilité. Bon, mais je suis encore sceptique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur Jimmy Horn. On voit des choses. Il y a on sent qu'on a envie de l'impliquer. On sent qu'on a envie de faire des jeux pour lui. Et il fait des erreurs de jeunesse. C'est très très drôle. Il se trompe quand il a le ballon. Donc il est un peu tout fou. Et en fait, il voit le bloc et il se trompe de sens, il se trompe de côté. Ouais, Et je l'avais vu aussi, je l'avais noté. Ouais, ça m'a... Je dis, ah putain, s'il part à droite, au lieu de repiquer vers le centre, il part au bout, quoi. Ouais, ou Mais, inversement. enfin, peut-être pas au bout, mais en tout cas, il chope le first down. Mais, ouais. Mais par contre, c'est vrai que Jimmy Horn, je te rejoins. Moi, il m'impressionne. Il a une vitesse, c'est fou, quoi. Il est vachement utilisé sur des jet sweeps et des choses comme ça. Et il est tellement rapide, ballon en main. C'est juste après, voilà, des erreurs de lecture et de jeunesse, décision. ouais. Mais ouais, non, ça. Et ça il doit catcher le ballon sur la deep ball. Pour une fois que Bryce met une grosse deep ball qui est bien, là, il fait son cross, au milieu de terrain. Il prend 35 yards d'espace. Et oui, la balle est un peu haute, tout à fait. Elle est trop haute et Bryce doit la mettre sur le numéro. Mais saute, l'ami. Saute. Vas-y, saute. Va la chercher, ta balle. Donc bon, quand t'es 5'9", 5'8", 5'9", bon, bah, peut-être que ça a été un peu compliqué, mais il a même pas jumpé et ça me dérange un peu. Mais bon, il est intéressant, le gamin. Place à la défense, messieurs. go. Première chose, bien sûr, que j'ai envie de mentionner, c'est le nombre de sacs sur ce match qui est plus élevé que notre nombre de sacs cumulés sur le restant de la saison. 6 sacs. 2 pour Derrick Brown qui nous fait encore un match absolument fantastique. 1 pour Aishan Robinson. 1 pour Trevon Moehrig. 1,5 pour Nick Scurton. Et 0,5 pour Princely Umanmielen. Bon, on sait que les Jets ont quelques difficultés avec leur ligne offensive, mais je pense que peut-être un peu de plaisir quand même de voir autant de sacs après ce qu'on a pu voir la semaine précédente et l'absence de sacs complète la semaine dernière. Ouais, et si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais ils concèdent quelque chose comme 9 sacs, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, les Jets. Donc voilà, c'est une ligne offensive. Alors, tout n'est pas pour eux, hein, parce que bon, on n'est pas un podcast de Jets, donc je vais pas commencer à analyser Justin Fields et l'attaque des Jets depuis le début de la saison, mais ils gardent le ballon trop longtemps, ils voient pas les. Donc bon, il y a certains sacs qui sont pour le QB, mais ouais, c'est rassurant de voir que face à une mauvaise ligne, ou en tout cas une équipe, une attaque face à qui tu peux faire des sacs, bah ouais, on en fait, quoi. Donc déjà, au moins, tu te dis, ok, il y a de ça. Sûrement, effectivement, si on veut être un peu optimiste, il y a aussi la progression de Scurton, et même Umanmielen qui, alors il fait, comme tu dis, 0,5 sacs, mais il était présent, hein. Moi je sais que ça se voyait pas forcément dans les stats, sur les chiffres, mais dans le jeu il était présent, donc très, très content de ça aussi. Et puis bah ouais, Derrick Brown, monstrueux, quoi. Sur ce match-là, il était partout. Il a fait la misère sur l'intérieur de la ligne, donc il dévie des balles. En plus, il doit dévier au moins 2 ou 3 passes du QB adverse, donc il était partout. Il était impressionnant. 6 sacs et ça aurait pu être plus, hein, parce qu'il y a eu 2-3 fois où le QB se sort, tu sais pas comment, et 2-3 plaquages avec un petit manque d'intensité.
Mais ouais, Derrick Brown, il a son prime. Ouais. Hein. Enfin, il est top 5 D-tackle de la ligue à ce niveau-là, sans problème. Il est extraordinaire. Et franchement, il est plaisant à regarder, même alors que les D-tackles qui sont plaisants à regarder, il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, il arrive tellement à balancer les joueurs, les mecs de la O-line. C'est extraordinaire, quoi. Et Nick Scotton qui le dit d'ailleurs, il dit je fais un sac et demi, je suis très content. Mais c'est tellement facile de jouer avec lui. En fait, il te crée tellement d'espace. Donc, non, c'est super. La D-line, c'est drôle d'ailleurs. On a deux aspects dans le match. Hein. On a la défense quand il y avait Justin Fields et la défense quand il y avait Tyrod Taylor. Où en fait, on va parler de la coverage, la couverture après. Où en fait, la couverture qui a été beaucoup plus mise à contribution quand c'était Tyrod Taylor parce qu'on sentait qu'il y avait plus de possibilités d'envoyer les deep balls. Et puis par contre, la D-line qui a fait un travail de sap monstrueux pendant 2 quarts-temps, au moins 2 quarts-temps. Et mais au Manimelen, Princely, Guillaume, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, la semaine dernière, rappelle-toi, on disait que il manquait, il n'arrivait pas à choper sa vitesse pour lui permettre de créer des missions. Et ben là, bizarrement, quand il commence à mettre le moteur, et là, il est dur à rattraper, il est dur à choper, ses changements de direction, ses mouvements de bras, il est intéressant, le gamin. Donc clairement, là, la victoire est à mettre au crédit de cette defensive line. Pour moi impensable de dire autrement, malgré ce dont on va parler dans quelques minutes par rapport à Jesse Horn. Ouais, exactement. Voilà, tu nous fais le lancement pour J.C. Horn et la défense contre la passe. Enfin, le coverage même au global. Franchement, un match. Enfin, J.C. Horn nous sort 2 interceptions sur ce match. Il y en a une où vraiment, quand on tremblait un peu des genoux, enfin, on peut se dire merde, vas-y, on va se retrouver à égalité avec les Jets ou même ils ont la possibilité de nous passer devant avec la conversion à 2 points. Eh ben non, il nous sort une interception qui est absolument fantastique en bout de end zone. Voilà, et puis il nous en ressort une un tout petit peu après. Un petit commentaire aussi sur Justin Fields qui s'est fait littéralement allumer par son propriétaire Woody Johnson là, qui a dit qu'il aimerait bien avoir un quarterback qui lance des ballons, qui sait lancer des ballons. Voir une passe réussie, il aimerait voir une passe réussie apparemment. Et pour mettre en confiance, c'est absolument fantastique. Donc voilà, c'est dire aussi un peu le ressenti du côté des Jets sur ce qui se passe chez eux en ce début de saison. Messieurs, votre niveau de satisfaction peut-être sur le coverage sur ce match-ci? Ouais, bah, Jesse Horn, de toute façon, on sait. Alors bon, déjà, nous, on est des fans totalement objectifs. Ça, on le sait. Hein, je pense que c'est clair. Mais voilà, Jesse Horn, c'est tu parlais de DB comme un des top 5 D-tackle de la ligue. Jesse Horn, il est parmi les tout meilleurs corners de la ligue aussi. Et son seul problème, c'était qu'il, sur les 3 premières saisons, il était blessé. On l'a pas vu pendant la moitié des matchs. Donc voilà, on demandait juste à le voir jouer. Et ce qui est marrant sur ce match-là, c'est qu'en fait, juste avant cette première interception qui est à une main dans un fond de end zone, elle est incroyable cette interception. Juste à ce moment-là, le commentateur de la télé américaine qui disait ah bah oui, ils osent pas jouer sur Jesse Horn parce que c'est un top corner, et puis en fait sur l'action d'après ou 2 actions plus tard, il tente le coup, voilà, et Jesse Horn a fait honneur à sa réputation. Et il joue même pas sur lui. Non, parce qu'en fait il joue derrière et l'autre il est là. Ouais, c'est ça, il est là. Et par contre, sur la deuxième, il joue clairement sur lui. Et là, en fait, au moment où tu vois partir la balle et quand tu vois la couverture, tu dis non, mais c'est bon, elle est pour Jesse Horn. C'est interception assurée, quoi. Donc, il a été monstrueux. Je crois que, il me semble, si je dis pas de bêtises, il a accordé une réception et un QB rating de 2, je sais pas quoi. J'ai vu passer la stat là. Donc voilà, il était partout. Et je te donne la parole dans une seconde, Franz. Moi, je voulais aussi quand même dire une mention pour Mike Jackson, qui a fait 2 mauvais matchs les 2 dernières semaines et qui s'est fait malmener par Jaden Waddle et receveur des Cowboys dont j'ai perdu le nom. Pickens, voilà, merci. Et là, il a été... Alors, il n'y avait pas Garrett Wilson, certes, mais il a été
présent partout. Il a dévié et empêché plusieurs passes d'être complétées. Donc vraiment un super match de sa part. Je trouve qu'il a très très bien rebondi, un super match comme toute la défense. Mais ouais, une pensée aussi pour Mike Jacks qui a fait un super match. Ouais, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, t'as tout dit. Je pense que c'était trop nul en face, en fait. Ah, c'est ça. Faut aussi le dire. J'ai entendu dans un podcast quelqu'un qui disait que Jesse Horn avait mieux couru les routes du receveur que le receveur lui-même. Et en fait, bah, c'était tellement vrai quand tu regardes le ralenti, c'est incroyable. Il court exactement la même route, il a tout lu, il la court mieux, il l'attrape mieux. Enfin voilà, et Reynolds, il a été nul. Euh, et juste en termes de couverture, j'adore voir Wallace qui arrive à dévier un ballon dans la end zone. Il court pour aller, il voit très bien le jeu. Il a fait un excellent match, Tyrone Wallace. Encore une fois, limite ça a été trop facile pour lui, ce qui me rassure énormément. Donc non, la défense a été très bonne. On va pas cracher dessus, mais ça a été très nul en face. Exactement. Messieurs, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette défense, ou je propose qu'on bascule sur les... Ou Franz, un petit mot sur les linebackers peut-être. Bah ouais, voilà, j'ai dit que Wallace avait fait un super match. Roseboom, il a fait quelques erreurs, mais pareil, de toute façon, ils n'ont pas eu besoin de forcer. Trevon Moehrig a joué beaucoup de fois aligné sur la DL en outside linebacker. Faut rappeler que Pat Jones est blessé, donc on ne l'a plus du tout. Donc en rotation, donc c'est DJ Wonnum qui a démarré. Et en rotation, Moehrig peut y venir aider. Donc ça c'est intéressant. Après pour le reste, rien à signaler, il n'y a pas grand chose à dire. Je propose qu'on bascule du coup sur les questions des auditeurs avec encore une fois, donc on l'avait mentionné en début d'épisode, mais Baron Ours qui nous pose 2 questions. On va commencer par la première. Doit-on ajouter une pièce défensive avant la trade deadline, genre un cornerback ou un linebacker, pour devenir une défense élite de suite, ou doit-on continuer comme ça en faisant progresser nos rookies? C'est une question qu'on avait un peu abordée, à savoir à mi-saison, en fonction de notre bilan, est-ce qu'on a envisagé peut-être d'aller faire un trade pour aller renforcer cette défense? Bon là on sait qu'on rentre sur 2 gros matchs, mais au sortir de ce match, messieurs, vous vous Qu'est-ce sentez que t'en comment? penses Thomas, toi? Ah, j'ai envie de dire que la suite de la saison s'annonce quand même assez compliquée. Je suis assez mitigé en fait sur la question dans la mesure où je sais pas exactement où est-ce qu'on peut aller, mais la question bien sûr c'est qu'avec cet effectif, effectivement on peut pas aller taper les playoffs. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est assez clair. Mais faut se dire qu'en face, il y a des Buccaneers qui viennent de perdre Mike Evans, donc ça rabat certaines cartes intra-division parce que voilà, ils perdent très clairement l'un de leurs meilleurs joueurs. Les Bucks sont devant nous. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, peut-être, avec quelques matchs un peu particuliers, des momentum, d'aller chercher quelque chose? J'ai envie de dire tout va dépendre du prix, mais je ne serais pas contre, notamment sur un linebacker. Pour quelle finalité, je ne sais pas. Inside ou outside? Plutôt outside. Donc pour remplacer Pat Jones. Ouais, exactement. Après, oui, on aurait pu prendre aussi un inside, mais j'avoue que on a vu la semaine dernière qu'il manquait encore des choses, notamment pour aller chercher le quarterback. Voilà, moi c'est mon avis à ce sujet-là. Et toi, Guillaume? Ouais, je pense que ça peut se tenter de voir s'il y a des choses à faire. Certes, le calendrier qui reste est assez monstrueux, mais bah, tu peux tenter le coup. Hein. Alors tu vends pas la maison pour aller chercher quelqu'un, mais si tu as des opportunités qui se présentent. Alors je sais pas, je sais pas si j'aurais visé linebacker ou corner en premier, parce que notamment au poste de free safety, je suis pas super rassuré. À voir au niveau des edge comment continuent de se développer nos 2 rookies. Effectivement, il y a la blessure de Pat Jones éventuellement à compenser. Donc ça peut être effectivement des pistes à renforcer si des opportunités se présentent, ça me choquerait pas. Ouais. Mais je pense que c'est pas un secret qu'on teste le marché sur
poste de OLB. Ça a été plutôt ouvertement dit. Et d'ailleurs, on a signé en practice squad quelqu'un qui vient des Ravens, dont j'ai oublié le nom, mais on s'en fout un peu. Je suis pas contre aller chercher un cornerback pas trop cher pour apporter un tout petit peu de rotation pour Mike Jax notamment, afin qu'on ait Mike Jax toujours à 100% en fait quand il est sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a plus cette tendance à être pris de vitesse, donc j'aimerais bien qu'on puisse l'aider. Alors, tu as raison Guillaume, on pourrait peut-être l'aider grâce à des safeties qui sont un petit peu plus alertes. Mais sinon, non, je serais plutôt d'avis de faire jouer les jeunes et de pas trop toucher. Alors, voyons ce que ça donne avec les Bills et les Packers. On voit et on ferait un bilan après ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as encore la trade deadline, c'est quoi? C'est la semaine prochaine? Il y a encore... Donc 2 semaines? Le 4, si le 4, le 5? Pour moi, c'est dans 2 semaines. Justement, ouais, donc déjà, tu peux... Quand Voilà. on avait fait la preview de la saison, on avait dit tiens, et si on est à 5-3, est-ce qu'on partirait sur, tu vois? Et je crois que c'est ça. Ouais, ça va dépendre des 2 matchs qui arrivent. Si effectivement tu prends deux grosses volées dans les 2 matchs qui viennent, bon bah là tu vas peut-être te dire. Mardi 4 novembre. Ouais, donc tu vois, tu as 2 semaines pour finir de voir Voilà. ce que tu as. Deuxième Excellente question. Pardon, excuse-moi. Excellente question, exactement. Et justement, la deuxième est tout aussi bien. On a un peu évoqué quelques éléments tout à l'heure. Malgré les progrès, a-t-on vu quelques limites dans les play calls de Canales dans le match contre les Jets? C'est toi tout à l'heure, Franz, qui en parlait notamment de la possibilité, par exemple, on joue peut-être pas assez encore avec des formations à 2 running back, une variété des fois peut-être assez peu exploitée. Un petit avis sur la question? Il est à l'image de son équipe, il a des très hauts, des très bas. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Lui aussi, il est jeune, il apprend, il fait des erreurs. Et parfois, on a dit dans cette saison qu'on avait l'impression qu'il jouait pas avec les forces de Bryce Young, notamment sur le rythme. Qu'il met Chuba quand il faut mettre Rico, qu'il manque de créativité sur certains plays. En revanche, bon bah voilà, il a pris le temps avec Jimmy Horn, on voit qu'il veut le faire progresser, et il boude pas, il excelle. Je pense que c'est un excellent manager. Je pense vraiment que c'est un excellent manager. C'est un bon meneur, je pense. C'est un leader d'homme, et c'est pour ça que j'avais dit à un moment donné, est-ce qu'il devrait pas abandonner le play calling, parce que pour tu vois, un petit peu comme Campbell aux Lions, je fais le parallèle, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, et même s'il n'y a pas le même niveau. Mais je lui laisse quand même le temps de construire ça. On a tellement de choses à développer en même temps. Je suis content que la défense réponde présent. Au moins, il s'en occupe un peu moins et Giro Evero fait son boulot de son côté. Mais qui du coup prennent le temps de réfléchir à un petit peu tous les aspects de son attaque. Il doit composer avec des OL différentes. Enfin, tu vois, c'est pas, je pense pas que ce soit si simple. Néanmoins, oui, je suis pas encore 100% convaincu, bien entendu. Tu as raison, Baron Ours, de te poser la question. On va voir maintenant face aux grandes équipes ce que ça donne. Guillaume, un complément ou pas mieux. Très bien. Question de Team, pareil, voilà, on a un peu mentionné. Qu'avez-vous pensé de la gestion de nos deux running backs et que faut-il améliorer selon vous? Je pense que globalement, on a quand même assez bien fait le tour en évoquant tout à l'heure le cas de Chuba. Il faut récupérer notre OL au complet avec Damien Lewis. Alors Robert Hunt, c'est pas possible, mais Christensen, j'ai pas de problème avec lui. J'ai un petit peu plus de problème avec Corbett. Et fin de la question, un petit mot sur la perte de Liguette. Bon, du coup, je m'en occupe, hein, mais je suis très content d'un match comme ça. Hein, voilà, on espère que ça va continuer pour lui. Je sais pas encore si le déclic est complet, mais globalement, il y a quand même des choses qui montrent. Il y a des signes qui vont plutôt dans le bon sens. Donc voilà, si ça peut être une bonne épaule pour T-Mac et surtout pour Bryce, ça peut être une très bonne chose. Le receveur 2 par excellence qui doit savoir exploiter quand le receveur 1 est pris. Voilà, c'est ça qu'on lui demande. Je vous propose qu'on bascule sur la preview du prochain match, messieurs. Oh yes. Prochain match. Là, on va rigoler. Ouais, prochain match dimanche 18h. Changement d'heure oblige. Ce sera à domicile contre les Bills.
Voilà, des Bills qui ont été victorieux des Ravens, des Jets, des Dolphins et des Saints, mais qui ont perdu les 2 dernières semaines contre les Pats et les Falcons et qui, j'imagine, auront à cœur de rebondir, d'autant plus face à leurs cousins. Et après une semaine de repos en plus. Et après une semaine de repos, ouais. Ils auront les crocs. Donc là, je pense que s'il y a bien un moment où il faut pas les prendre, je pense que c'est là. Parce que effectivement, 2 défaites de suite, alors face à un rival de division, on sait que c'est toujours, on est bien placé pour le savoir, c'est toujours un petit peu aléatoire, hein, les matchs de division. Tu as des fois des outcomes un peu particuliers. Par contre, la défaite face aux Falcons, je pense qu'ils ont dû être un peu surpris. Ils ont subi Bijan Robinson de plein fer. Donc si on réussit à avoir un top Rico et un top Chuba, on peut peut-être rester dans le match un peu. Après, je vous cache pas que je suis pas super confiant. J'ai un peu peur quand même. Hein. Je pense pas que les Bills vont faire l'erreur du coordinateur offensif des Jets qui clairement n'a pas préparé son match parce qu'il n'a pas su exploiter vraiment nos faiblesses. Je pense qu'à mon avis, les Bills ne feront pas cette erreur. Et puis, il y a une vraie différence de talent. Néanmoins, moi, j'ai quand même 2 choses que je note et que j'attends de voir. Les Bills, c'est la 2e défense contre la passe. C'est la 31e contre la course. Alors, mon petit Dave, tu sais quoi faire. Hein. Donc, d'autant si qu'on part avec Dalton. Revient, alors, justement, oui, exactement. Donc, en espérant que Damien Lewis revienne. A priori, c'était bien parti. Canales semblait plutôt optimiste par rapport à ça. Donc. Mais notre force, c'est la course. Donc, je pense qu'on sait à peu près quel va être le game plan. Et puis, par contre, moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Le fait qu'on parte avec Dalton, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Je m'explique. C'est pas le game plan du premier, deuxième quart-temps qui va changer quelque chose par rapport au fait que ce soit Dalton. La grande différence entre Dalton et Bryce Young, c'est bien sur les jeux improvisés, les moments où il faut montrer de la mobilité, les moments où il faut montrer du rythme, et à la rigueur les 2-minute drill et sur autre chose. Mais je pense pas que le cahier de jeu que l'on va préparer pour ce match, qui va être scripté légèrement sur les 5-6 premiers drives, soit bien différent que si ça avait été Bryce. Je pense qu'on va insister sur la course, permettre à lancer des ballons un peu plus faciles pour choper les first downs, histoire d'empêcher l'attaque des Bills d'aller sur le terrain. Je pense qu'à mon avis, c'est très clair. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vraiment, dans ces 2 premiers quart-temps, c'est différent avec Dalton qu'avec Bryce ? Et donc, le but face aux Cowboys, c'était de garder le ballon le plus longtemps possible pour éviter que les Cowboys aient la balle en attaque, parce que c'était leur point fort. Donc, à mon avis, l'idée, ça va être de faire quelque chose de similaire, de conserver, de confisquer la balle le plus longtemps possible. Pour ce qui est du game plan à la passe, tu l'as dit, les Bills, c'est une top défense contre la passe, donc on va s'appuyer sur le jeu au sol. Le seul point où on pourrait éventuellement regretter Bryce Young, selon moi, c'est par rapport à nouveau au jeu au sol sur les improvisations du QB pour des scrambles et des choses comme ça. Parce que je regardais rapidement les Bills, dans cette défense contre la course, ils ont quand même concédé, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais 70 yards à Lamar Jackson, 50 yards à Justin Field, 50 yards à Spencer Rattler. Enfin voilà, les QB adverses, pour peu qu'ils soient un peu mobiles et qu'ils puissent courir, il y a de l'espace face aux Bills. Donc c'est là-dessus où je pense que on va peut-être regretter un peu Bryce Young qui est quand même meilleur que Dalton sur cet aspect du jeu. C'est pour ça que j'espère qu'on va courir à 3 running backs, même 4, parce qu'il y a Trevor Etienne, d'ailleurs, qui était pas mauvais en special team le week-end dernier, mais Jimmy Horn, du coup, aussi. Ouais. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est là où il va falloir de la créativité. Ouais. Exactement. T'imagines un match où on lance 10 ballons. On fait 70 courses et on lance 10 ballons. On avait dit la semaine dernière qu'on était devenu un peu une équipe à l'ancienne. Écoute, moi, ça me va bien. Hein.
Et tu sais, tu te Tant que souviens, ça à marche. l'époque, on avait fait ça avec Darnold face aux Falcons. On avait fait un match comme vrai. ça où il avait lancé genre, alors c'était peut-être pas 10 ballons, mais il y en avait 12 ou 15 max, quoi. Et sinon, c'était que du jeu au sol. Et on avait gagné ce match-là. Donc, Eh oui. ça suffira peut-être pas face à cette équipe des Bills, mais en tout cas, si on veut avoir une chance, comme tu le dis, ça va passer par le sol. Ouais, j'espère juste que on soit pas, tu vois, à jouer tout dans les 3 dernières minutes et qu'on soit proche. Ouais. Là, c'est là où Bryce est un peu différent. Ouais, ouais. Et bon, on va bien voir. On va J'espère, voir. voilà, juste qu'on montrera que on soit pas complètement ridicule non plus et que là, Canales, on va bien l'observer. Ben voilà pour cette petite preview. Messieurs, encore une fois, un plaisir pour moi de vous avoir avec moi pour cet enregistrement. Plaisir partagé. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve ce dimanche et la semaine prochaine pour débriefer ça. Allez, ciao, ciao. Ciao, keep pounding. Merci Thomas, merci Franck. Ciao.